Intuition, synchronicité, rêve prémonitoire, nous avons tous vécu une ou plusieurs de ces expériences de l'ordre de l'impalpable, sans preuve tangible de leur véracité. Ces ressentis qui nous échappent et sur lesquels nous pouvons douter font pourtant, depuis de nombreuses années, l'objet d'études scientifiques. Alors est-ce important de s'intéresser à ces phénomènes? Illusion ou vérité? Et si vérité, comment mieux s'écouter? Comment mettre l'invisible au service de nos vies quotidiennes? Y a-t-il un bénéfice à en tirer? C'est l'enquête menée par Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, et Romuald Le Terrier, ethnobotaniste. Je vous propose, à leur côté, une immersion de 52 minutes dans l'invisible. Ils nous partageront leurs récits étonnants et des techniques concrètes pour développer notre intuition sous toutes ses formes. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Jocelyn Morisson, bienvenue. Merci. Alors vous êtes un habitué de la maison aussi, hein. Vous êtes journaliste scientifique. Vous avez un collègue, hein, François. Absolument. J'ai un allié. Vous avez un allié. On va voir, hein, parce que quand même, Jocelyn a basculé dans de nouvelles croyances. Hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas à l'abri. Hein. Alors Jocelyn, pour vous citer, donc, vous êtes journaliste scientifique, vous êtes auteur de nombreux livres à succès. Se souvenir de l'au-delà. Alors je rassure tout le monde, hein, c'est le titre de votre livre, mais c'est pas du tout un livre d'épouvante. Bien au contraire, il fait du bien. Vous l'avez coécrit avec, on peut dire, votre acolyte, Romuald Le Terrier, ethnobotaniste, qu'on recevra en seconde partie de l'émission. Et alors qu'il va nous raconter un récit près des chamans, où il a touché aussi l'impalpable du bout des doigts. Mais avant cela, je vous présente François, que vous connaissez bien déjà. Hein. On s'est croisés en plateau plusieurs fois. Plusieurs fois. François, alors c'est vrai que je vous donne du fil à retordre aujourd'hui. Hein, Tout avec le temps. encore un sujet impalpable. Ça vous va très très bien le vert. Merci. Oui, ça et fait ressortir pourtant, vos yeux. vous n'aimez pas trop le vert. Oui, c'est vrai, mais celui-ci fait ressortir vos yeux. Mais bon, les gens n'en ont rien à faire. Non. Ils veulent surtout savoir. Votre question. Non, mais votre jeu surtout, votre jeu scientifique. Ah, ça c'est pour après. C'est après, vous allez avoir des tests. Non, je voulais que vous teasiez avant qu'on lance le On va premier jouer invité. ensemble et je vais vous faire découvrir et connaître quelle part de votre cerveau, droit ou gauche, a pris le dessus sur vous. Encore le cerveau, hein. Ouais. Vous aimez ça, le cerveau. Hein. Mais on passe tout de suite au premier invité qui fait du bien. C'est avec vous, Jocelyn Morisson. Alors, Jocelyn, avant d'écouter votre enquête, hein, que vous abordez dans ce livre et qui est passionnante, François, alors, vous avez un collègue en face de vous qui a écrit un livre très très bien en tout Documenté, cas, ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Est-ce que l'invisible et la science font vos ménages? Est-ce que vous avez retrouvé des enquêtes qui vous plaisaient dans ce livre? Alors, en bon élève de rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu votre livre, je me suis plongé dedans. Et moi qui adore effectivement les statistiques, la science, j'ai été servi. Il est bourré de références. Alors ça, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai qu'il traite un sujet qui est pour moi un petit peu délicat, c'est-à-dire les manifestations de l'au-delà. Est-ce qu'on peut parler avec un défunt? Est-ce qu'un défunt peut se manifester pour autrui? Apparemment compliqué pour un scientifique, et pourtant vous décortiquez et vous apportez des preuves, des études, et notamment celle-ci. Fin 90, deux Américains, Jody et Bill Guggenheim, ils ont recueilli 3000 témoignages pendant 7 ans, c'est pas rien quand même, témoignages de manifestations. Alors ça va d'une ampoule qui clignote, on aura peut-être ça en plateau tout à l'heure, jusqu'à une porte qui claque ou alors des conversations avec un défunt. On a bien eu une chamane qui a fait du tambour chamanique la semaine dernière. Hein, donc Exactement, je suis encore tout tambouré, comme on disait encore. Elle a porté des bonnes ondes et je les ai encore sur moi. Donc toutes ces études, elles font poser question. Et elles ont fait poser question au mensuel très sérieux Science et Vie en 2015, qui a du coup consacré toute une étude sur ces manifestations de l'au-delà. Ils ont commencé par un sondage. Figurez-vous que 40% des Français se déclarent intéressés et attentifs aux manifestations de l'au-delà. Ah, quand même. 1 sur 3 déclare avoir déjà entendu ou vu quelque chose qui pourrait faire penser à un fantôme. Et vous 10%, est-ce que je dois répondre à la question? Mais bien Et sûr, 10%, pour ça. alors attendez, 10% se déclarent avoir pu converser avec un fantôme. Moi, je fais partie des 90% qui n'ont pas parlé encore avec un fantôme, mais je suis tout oui, je fais des appels. Hein, Et par contre, vous parlez tous les jours à un ovni. Ah oui, ça c'est vrai. Et ça fonctionne. Donc, pour que le mensuel Science et Vie s'y intéresse, c'est que quand même, il y a une question derrière cette problématique. Alors, du coup, est-ce qu'ils ont vérifié ces expériences sur l'invisible? Alors, ils ont vérifié ces expériences. La seule chose scientifique que je peux avancer, c'est que en étudiant, et ça, ce sont plusieurs études depuis les années 90 qui le disent, en étudiant le cerveau de ces possédés, et je mets ça entre guillemets, on remarque qu'ils développent les mêmes ondes que lors de séances de méditation ou d'hypnose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être
le cerveau nous joue des tours ou se met dans un état second qui nous permet d'accepter tout cela. Alors là, le mystère reste entier parce que la science, si elle n'a pas prouvé que ça existe, n'a pas prouvé non plus que ça n'existe pas. Ah, j'aime ce discours, Oh, je François. sais. Merci. Alors, Jocelyn Morisson, ce souvenir de l'au-delà dont fait écho à votre livre, ce souvenir du futur, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer l'aventure avec Romuald Le Terrier et de parler encore, d'aborder des thèmes tels que les prémonitions, les rêves prémonitoires, l'intuition, qu'est-ce qu'il y a encore dans votre livre qu'on retrouve Oui, tous les sujets sur l'impalpable, les synchronicités aussi, pour ne citer que. Alors le point de départ, c'est qu'on estimait de ne pas avoir tout dit dans Ouais, ce c'est ça. souvenir du futur. Et c'est surtout Romuald en fait qui fourmillait beaucoup d'idées pour faire une suite. Et c'est vrai que moi je suis journaliste dans ce domaine-là depuis une vingtaine d'années aussi. J'ai accumulé beaucoup de données sur tout ce qui est expérience de mort imminente, expérience de médiumnité, mais pas seulement ça aussi, tout ce qui est phénomène inexpliqué en fait au sens large. Donc il y a une masse de données et le point de départ c'est vraiment ça. C'est qu'il y a vraiment des millions d'expériences. Donc on parle d'expériences non pas au sens scientifique, mais au sens d'expériences vécues par les gens. Le point de départ, c'est ça, c'est que des gens vivent des expériences. Ils vivent des signes, ils vivent des synchronicités, ils vivent des rêves prémonitoires, et il y a des degrés, c'est-à-dire que c'est plus ou moins fort, c'est plus ou moins intense. Ça peut être simplement anecdotique, et on peut se dire, j'ai rêvé, ou en tout cas, je me fais des idées, et on est dans une espèce de pensée magique. Après, il y a des gens qui voient des signes partout, hein, aussi, c'est tomber dans un excès, en quelque sorte. Mais il y a des expériences qui sont vraiment plus fortes que d'autres en termes d'intensité, en termes de vécu, et ça change la vie des gens, ça change la relation que ces personnes-là ont avec l'invisible, donc au sens large, aussi bien peut-être Qu'est-ce que ça change? Ça change peut-être le fait de comprendre que par exemple les plantes sont vivantes, communiquent avec nous, ne serait-ce que ça, un premier niveau. On a aussi la communication après avec les animaux, et ensuite on peut Vous aussi... pouvez dire un petit mot d'ailleurs sur les plantes et Bien leur sûr. communication? Est-ce que je peux dire un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr. Bah, Parce que finalement, vous êtes rédacteur en chef de la revue Native, on en reviendra Oui, tout à on va l'heure, en mais reparler, finalement, ouais. c'est une revue qui défend et qui soutient et qui protège les peuples autochtones, les peuples premiers, qui communiquent justement Quand avec... on parle d'invisible, il y a toute cette dimension-là qui est incluse en fait. Tout ce qui nous entoure, la nature évidemment, c'est la première des choses dont nous nous sommes coupés, nous occidentaux, alors que nous en faisons pleinement partie. Nous sommes dans la nature et nous sommes de la nature. Mais justement, parce que pour les peuples premiers, vous le disiez, pour eux, c'est quelque chose d'évident. On a reçu une chamane la semaine dernière qui nous disait qu'ils communiquaient avec ce qu'ils appellent le grand tout. Certains vont l'appeler le côté divin, la source, etc. Mais peu importe le nom. Alors que pour nous, occidentaux, on en a peur, ça nous paraît lointain, ou alors on n'y croit pas du tout. Pourquoi en fait? On s'est coupé de ça pour plein de raisons. Hein. La science, elle a une part de responsabilité, même si moi je suis un amoureux de la science. Hein. À la base, il y a quand même un interdit religieux. Hein. Il faut dire que au IVe siècle, c'est très ancien, il y a eu un interdit qui a été posé par saint Augustin, qui disait que toutes les communications avec les esprits, et avec les défunts en particulier, c'était diabolique. Donc c'était interdit. Donc il y a eu cette espèce d'interdit qui aujourd'hui est plus tout à fait valide, on va dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pèse dans l'inconscient collectif. C'est là, c'est en nous. Donc il y a cet interdit. Et de l'autre côté, il y a un déni de la science. François fait bien de le rappeler, effectivement, la science, elle est matérialiste, elle est cartésienne, et c'est une très bonne chose. Il ne faut pas croire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, nous qui vivons des expériences, ou les gens qui vivent des expériences, sont pris en tenaille entre cet interdit religieux et ce déni scientifique. Et du coup, on ne sait pas comment interpréter ce qu'on vit. Et on a tendance à vouloir l'évacuer, on a tendance à vouloir l'exclure, parce qu'on ne sait pas comment l'interpréter. On se dit, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas sain, donc je ne dois pas croire à ça. Mais quand on vit des choses qui sont effectivement transformatrices, qui transforment notre relation à l'invisible, donc je disais à la nature, mais aussi au monde des esprits au sens large. Pourquoi pas, comme les chamans nous le disent. Tout est vivant, tout a un esprit, les plantes, les animaux, la terre, le cosmos, etc. Donc c'est pour ça qu'après on arrive à ce qu'on va appeler un grand tout dans ces visions du monde-là. Mais ça change complètement notre relation au monde qui nous entoure, tout simplement. Mais vous avez déjà vécu, alors parce que vous êtes quand même journaliste scientifique comme François, et je le connais, très pragmatique, très cartésien, et vous avez basculé dans de nouvelles croyances finalement, parce que vous avez vous-même vécu quelque chose et je poserai la même question à Romuald Le Terrier tout à l'heure. Attention au mot croyance. Moi, j'ai une forme de foi, mais la foi non religieuse, la foi, ça veut dire confiance. Ça ne veut pas dire croyance. Donc j'ai confiance dans le fait qu'il y a du sens dans l'invisible autour de nous. Ça, je suis convaincu de ça. Pourquoi? Parce que oui, j'ai fait des enquêtes, j'ai lu beaucoup de travaux de chercheurs, j'ai rencontré des témoins, etc. Mais bien sûr, il faut aussi vivre des choses, parce que sinon on reste dans l'intellect. Si on ne vit pas des choses soi-même, on va dire au niveau du cœur,
ça n'a aucun sens. On reste dans quelque chose de purement cérébral. Donc oui, par exemple, je peux raconter des synchronicités que j'ai vécues quand j'ai quitté Paris. Alors déjà, une petite définition des synchronicités. Alors la synchronicité, c'est quand on a un signe qui nous arrive, qui fait écho à quelque chose qu'on était en train de penser, à une question qu'on avait, un questionnement intérieur fort, et que d'un seul coup, sur un camion qui passe publicitaire, on a un slogan qui répond exactement à ce à quoi on pensait, ou qu'on entend une chanson à la radio dont les paroles font écho à une idée qu'on avait, etc. C'est ça la synchronicité, c'est une coïncidence qui fait sens. Donc par exemple, quand j'ai quitté Paris, pour aller m'installer dans la région de Toulouse, je n'avais pas de connexion professionnelle à Toulouse. Je partais un peu dans l'inconnu et je prenais un grand risque. Je suivais ma compagne, mais moi, je n'avais pas de connexion là-bas. Mais quelques jours avant de déménager, en fait, moi, je travaillais dans une agence de presse santé à Paris, et j'ai appris quelques jours avant de partir sur Toulouse que quelqu'un créait une agence de presse santé à Toulouse. Donc, première chose. J'apprends ensuite. Là, les gens qui nous regardent. Coïncidence. Voilà, exactement. Hasard. D'accord, François. Quelques heures. C'est ce que je dirais. Voilà, exactement. Mais je suis d'accord. Quelques jours après, j'apprends que cette personne va venir dans nos locaux pour présenter son projet parce que justement, il espère contracter avec l'agence parisienne dans laquelle je travaille. Deuxième hasard. Deuxième chose. Ensuite, le jour où il vient, alors que je ne sais pas qu'il vient ce jour-là, en fait, je me retrouve en rentrant de déjeuner dans l'ascenseur avec lui. Il me demande où se trouvent les locaux de l'agence, et il se présente à moi, il dit « je suis monsieur Untel ». Ah ben je dis « oui, je sais qui vous êtes, puisque c'est vous qui créez une agence de presse à Toulouse, et moi dans 15 jours je suis à Toulouse ». Et voilà, et donc on s'est rencontrés, j'ai pu travailler pour lui immédiatement en arrivant à Toulouse, j'ai pu me faire un réseau professionnel. Il y a une part de magie, quoi. Il y a quelque chose de magique. Cette part de magie qui s'est finalement matérialisée, qu'est-ce qui s'est passé pour encourager tous ceux qui nous regardent? Parce qu'on a bien compris qu'intégrer l'invisible dans la vie quotidienne nous permettait finalement peut-être de créer de la magie autour de soi, hein, c'est ce que vous dites. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Moi, c'est ça qui m'intéresse, donner des clés pratiques. Eh bien, ça fait vibrer, quoi. Ça fait simplement... Vous avez pensé, en sortant de votre zone de confort, partir comme ça à Toulouse et prendre ce risque-là, mais avec quoi? Un plein espoir en soi? À ce moment-là, j'étais pas. Justement, c'est ça qui m'a amené à tout ça. À ce moment-là, j'étais pas tellement versé dans ces questions-là, dans ce qu'on appelle l'inexpliqué ou même le surnaturel. C'est simplement en ayant vécu des choses comme ça, parce que j'en ai vécu d'autres évidemment, comme tout le monde, que je me suis intéressé à ça, que j'ai voulu creuser ça et que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de fort là-dedans. Et après, on peut aller chercher des références intellectuelles très, très fortes comme Jung sur les synchronicités. C'est quelque chose qui reste aujourd'hui très, très actuel, quoi. Mais ça nous fait vibrer, ça nous fait nous sentir bien. On se sent bien, justement, quand on vit des choses comme ça. Le risque étant, effectivement, de tomber dans une sorte d'excès. Surinterpréter, voir des signes partout. Ah, je vois un cœur dans ma tasse à café, c'est merveilleux, c'est maman. Oui, en même temps, ça peut être simple. Alors, ça pourquoi peut. pas Et pourquoi pas? Et si on voit des cœurs partout, je trouve ça génial. Là, je dis attention quand même. Je dis attention parce que là, il y a un risque. Moi, j'ai une coccinelle. Voilà, là, il y a un risque effectivement de tomber dans ce qu'on appelle la pensée magique. Et là, la pensée magique, c'est péjoratif. Alors qu'il y a une vraie magie pour moi, effectivement, à la base de ces phénomènes. Alors, je vous propose une petite pause fraîcheur, puisqu'on va retrouver chaque semaine. Ah, vous voulez dire quelque chose, François? Ah non, j'attends la pause fraîcheur pour me désaltérer et compter le nombre de cœurs dans ma tasse. Petite pause fraîcheur avec Valérie Romanoff, notre hypnothérapeute. Et vous savez pourquoi elle est dans cette émission, François? Parce qu'on l'aime? Oui, parce que ça fait du bien. C'est le titre de sa pastille. Vous trouvez ça pénible de porter un masque toute la journée? Voici une technique d'hypnose qui va beaucoup améliorer votre quotidien. L'idée est d'associer le port du masque à quelque chose d'agréable. En effet, notre perception des choses crée nos ressentis. Et l'hypnose permet justement de transformer nos perceptions et donc nos ressentis. Je vous propose d'imaginer une bulle confortable tout autour de vous. Elle peut être colorée ou transparente et vous pouvez lui donner la forme qui vous plaît. Ronde, ovale ou pourquoi pas carrée. À l'intérieur de votre bulle confortable, vous vous sentez en parfaite sécurité. Prenez le temps de bien l'imaginer, de la sentir vraiment en vous aidant de vos mains si vous voulez, peut-être même qu'elle est parfumée. Vous pouvez complètement la customiser car c'est votre création personnelle. À partir de maintenant, à chaque fois que vous mettrez un masque, cela déclenchera automatiquement l'apparition de votre bulle confortable, comme si votre masque était un interrupteur magique. Au début, il faudra y penser, mais ensuite, cela deviendra complètement automatique. Et bientôt, vous n'aurez plus du tout envie d'enlever votre masque. Testez la bulle magique dès aujourd'hui, parce que ça fait du bien.
On fait un petit coucou à Valérie Romanoff, hein, qui sera là chaque semaine en fait dans l'émission. Alors Jocelyn Morisson, on va continuer à aller encore plus dans l'extraordinaire parce que, alors, d'une part, en seconde partie de l'émission, restez avec nous. On aura Romuald Le Terrier qui a écrit avec vous justement ses souvenirs de l'au-delà. Il a vécu une expérience chamanique extraordinaire et puis surtout, il va nous apprendre, et vous allez jouer avec nous François, il va nous apprendre comment créer des synchronicités mais également à développer notre intuition. Mais avant cela, j'aimerais bien que vous reveniez sur une anecdote que vous évoquez très souvent lors de vos conférences. C'est celle de l'actrice Annie Dupéré qui a dit un jour à quel point ça lui faisait du bien de faire confiance aux signes. Vous voulez pas revenir sur ça? Oui, bah, c'est une anecdote que j'ai découverte en lisant un livre d'une philosophe qui s'appelle Vinciane Desprez, parce que j'avais pas lu les livres d'Annie Dupéré, mais donc elle le raconte elle-même dans un premier livre. Puis ensuite, elle a publié aussi des échanges des courriers qu'elle a reçus de ses lectrices et lecteurs. Et donc, elle raconte, Annie Dupéré, donc, elle a perdu ses parents très jeunes. Elle-même avait moins de 10 ans et sa petite sœur était bébé. Je crois qu'Annie Dupéré devait avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc elle perd ses parents très jeunes et donc la date de leur décès est une date, je crois que c'est le 6 novembre. 1955 de mémoire. C'est une date très difficile, le 6 novembre, toujours pour sa petite sœur qui le vit très difficilement parce qu'elle n'a jamais connu ses parents, etc. Et donc Annie Dupéré sort un livre où elle parle de ça, elle raconte ça. Et il se trouve que la date de sortie du livre correspond à cette date anniversaire. Le livre sort un 5 novembre, quelque chose comme ça. Et là, c'était pas du tout... C'était pas calculé. Non, voilà, hasard, coïncidence. Et donc, la petite sœur, donc, le lendemain, elle fait un rêve dans lequel elle se trouve dans une librairie. Et dans cette librairie, il y a 2 cercueils qui sont posés là. Donc bien sûr, il y a une symbolique extrêmement forte. Et quand elle en parle à son mari lui dit « Écoute, puisque tu as rêvé de librairie, va t'acheter un livre pour te changer les idées. » Donc elle va dans une librairie et elle regarde un petit peu ce qu'il y a sur les étals et elle prend un livre qui s'appelle « En cas de malheur ». Ça lui semble un peu ironique, donc un peu drôle. Donc elle prend ce livre de Georges Simenon, qui est donc un polar tout simplement. Et quand elle ouvre ce livre, une fois rentrée chez elle ou dans le métro, je ne sais où, elle regarde, elle voit que le premier chapitre, c'est marqué 6 novembre. Dimanche 6 novembre, c'est la date du décès de ses parents, c'est le titre du premier chapitre. Et elle regarde la date, elle regarde quand a été écrit le livre, elle regarde quand a été écrit le livre. Le livre a été écrit en 1955, donc c'est le jour du décès de ses parents. Incroyable. Donc elle raconte ça à sa sœur Annie Dupéré et elles sont toutes les deux bien sûr stupéfaites. Donc c'est une espèce de manifestation. Et pour elles, à ce moment-là, se sont dit, bah tiens, c'est un petit signe de l'au-delà pour nous dire qu'ils sont là. Comment l'interpréter autrement? Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire c'est du hasard. Pour vous, c'est du hasard ou pas, François? Des gens, c'est François, oui. C'est du hasard parce que, enfin, c'est du hasard. Moi, je pense que c'est du hasard signifiant. Je trouve possible qu'elle ait trouvé des symboles dans ce livre qui lui parlent à elle. Si ça n'avait pas été la première page, ça aurait peut-être été la dernière ou le code barre. Vous voyez, on peut interpréter ce qu'on veut. Ça, c'est mon avis de scientifique. Mais après, je peux tout à fait concevoir qu'on trouve du sens de façon inusitée à des choses. À partir du moment où ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur parce qu'effectivement, si on l'approche rationnellement, il faut l'interpréter comme le fait François. C'est complètement normal. Mais si on se laisse aller au sentiment que ça génère, à ce qu'on éprouve, eh bien, effectivement, on est dans un autre registre. On est au-delà de la raison. On est au-delà du rationnel. Donc, pour elle, c'était manifestement un signe. Il ne faut pas avoir peur des synchronicités. En tout cas, c'était un bel encouragement pour les 2 sœurs, en effet. Et je parle d'une philosophe qui cite cet exemple-là et qui dit pourquoi les vivants auraient-ils le monopole de l'humour. En fait, peut-être qu'aussi... ils sont peut-être même beaucoup plus drôles. Merci, Jocelyn Morisson. On bulle, ça vous dit? On bulle tous les 3 ensemble? Allez, la petite bulle magique, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui? Oui. Alors, nous consommons par jour des millions de masques. Alors ça pollue, hein? Ça pollue beaucoup, on est tous. Et il n'y a pas de boîte de recyclage, c'est ça? Pas vous avez bien encore. appris ma leçon ou pas? Vous avez bien appris votre leçon et aussi vous avez bien appris votre leçon parce que vous êtes venus masqués, on était tous masqués avant d'entrer en plateau. Quelle tristesse quand même, hein, c'est dur. On consomme ces masques jetables 2, 3, 4 par jour, enfin des dizaines de millions chaque jour sont jetés. Alors au mieux dans les poubelles, au pire, et là on commence à s'en rendre compte, hein, c'est tout petit mais dans quelques semaines on le verra de plus en plus. On en voit dans les caniveaux, dans la nature, dans les ruisseaux, pire dans les océans. Et pourquoi pire? Parce que ces masques ils sont faits de quoi? Ils sont faits de polypropylène, c'est du plastique.
Alors ce plastique, il ne se désagrège pas. Il faut des dizaines d'années pour qu'il disparaisse. En revanche, ça lui confère un avantage, c'est qu'il se recycle très très bien, ce plastique de masque. On a l'impression que c'est du tissu, mais c'est du tissu plastifié. Eh bien, il y a une entreprise qui s'appelle Plaxtil dans la Vienne, à Châtellerault, qui déjà, elle, est très engagée pour l'environnement, qui recycle des textiles en ayant monté de sortes de circuits, en réinsérant des personnes, en recueillant des textiles. Super. Et ils ont transformé les textiles en plastique. Et ils se sont dit, on va faire la même chose avec des masques. On va prendre les masques, on va les recueillir, on va les broyer et on va en faire du plastique. Et ils ont mis en place cette initiative qui fonctionne. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Les masques d'ailleurs sont recueillis, ils en recueillent 10 000 par semaine pour l'instant, mais c'est à l'échelle vraiment de Châtellerault. Ils sont désinfectés aux UV et à la vapeur. Et ensuite, ils sont broyés pour en faire ce broyat. Regardez, ça ressemble à ça. Ça, c'est du masque broyé. À partir de ce broyat, on injecte de la résine et on en fait ça, regardez, des objets en plastique. Top. Mais ça, c'est génial. On en fait des ouvre-portes en plastique, par exemple. Ça, c'est tout à fait utile puisqu'on l'utilise en période de crise sanitaire pour ouvrir les portes. On en fait également des visières de protection. Bref, ces masques, ils peuvent avoir une seconde vie. On espère que l'initiative de Plaxtil sera développée au niveau national parce que c'est très important de recycler ces masques plutôt que de les incinérer ou de les jeter dans les océans. On peut en faire des masques aussi, non? Et on pourrait en refaire des masques. Et par devinette exemple. d'ailleurs. Tiens, on va voir si c'est une question piège ou pas. D'après vous, lorsqu'on jette un masque dans la poubelle, c'est la jaune ou c'est la poubelle normale, verte? Alors, plastique ou pas plastique? Moi, je dirais dans la verte parce que ce sont des déchets sanitairement compliqués Je ne à peux gérer. pas piéger François. Écoutez, vous êtes le meilleur maillon de cette émission. Tant qu'il n'est pas faible. Ça, je vais pas. Bon, bref, on va passer à la pub. On se retrouve juste après. On va apprendre à développer nos intuitions, les synchronicités. Vous allez entendre des expériences sur le chamanisme. Et sur le cerveau, Et le cerveau, on va jouer ensemble. on va jouer pour Ah oui, je sais. définir notre part du cerveau droit ou gauche la plus importante chez nous. Bon, bah c'est après une toute petite courte de page de pub qui doit faire du bien. Hein? Merci Jocelyn Morisseau. Merci beaucoup. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la deuxième partie du MAC qui fait du bien. Nous a rejoint sur le plateau Romuald Le Terrier. Bienvenue. Merci. Alors, votre CV est long. Vous êtes scientifique de souche, ethnobotaniste, conférencier, auteur de nombreux livres, aussi à succès comme Jocelyn Morisseau qu'on a reçu en première partie. Et surtout, vous l'avez coécrit le dernier livre avec Jocelyn. Et c'est ce souvenir de l'au-delà. Et votre histoire est incroyable, puisque vous partez un jour étudier les plantes, c'est votre métier, en Amazonie, près des chamans. Et là, vous allez vivre une expérience inattendue. C'est plusieurs expériences inattendues, on va dire. Déjà, la rencontre. En tant qu'ethnobotaniste, le travail de terrain et de rencontrer les chamans, leurs pratiques et l'univers des plantes de vision, ça a déjà été des expériences qui ont complètement modifié ma perception du réel. Alors, il y a deux expériences fondamentales pour moi que j'aime rappeler. La première nous interroge justement sur la nature de ces expériences. Alors j'étais dans la jungle chez Ernesto, le chaman avec qui j'ai fait beaucoup d'expériences. Qui est très connu, il me semble. Oui, et qui est décédé aujourd'hui maintenant. Bien sûr. Donc j'étais chez Ernesto et puis il y a un Canadien qui arrive pour faire une cérémonie d'ayahuasca le soir et on n'était pas nombreux. Alors l'ayahuasca, je rappelle François, vous connaissez bien l'ayahuasca? Enfin, Bon, merci. Je connais de nom, je n'ai jamais testé. Effectivement, c'est à base de plantes, c'est une mixture qu'on prend pour partir, pour partir, dans des univers. pour être dans un état modifié de conscience, on pourrait dire Voilà, ça. c'est ça. C'est un psychotrope. C'est un psychotrope, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut user de prudence, mais on en parlera après. Donc, dans cette expérience, il y a un Canadien qui arrive et que je ne connaissais pas, et on n'était pas nombreux dans la hutte de cérémonie, on était 4. Et donc, chacun prend le breuvage, puisque l'ayahuasca est un breuvage, et donc on rentre chacun dans nos visions, dans notre monde intérieur, chacun les yeux fermés. On était distants de quelques mètres dans la Maloka, qui est la hutte de cérémonie. Et puis, à un moment, moi, dans les visions, je me vois en train d'avoir la sensation de descendre dans un vortex de lumière avec des très belles couleurs. Et je vois le Canadien qui, lui, descendait sur le dos et me regardait avec un regard soutenu. Moi, j'étais dans mon intériorité, ma subjectivité, j'avais les yeux fermés. Donc, je me dis, tiens, c'est étonnant, je ne le connais pas, mais apparemment, il m'a marqué puisque je le vois ici dans mes visions. Donc, je fais cette expérience. Et puis, le lendemain, au petit déjeuner, on mange quelques bananes plantains, un peu de poisson bouilli, et puis à un moment, on raconte. Oui, c'est très bon d'ailleurs. On raconte un petit peu nos expériences. Et moi, je dis, moi hier, je me suis vu descendre dans un vortex comme ça de lumière, et le Canadien me dit, ah oui, je t'ai vu, je t'ai doublé. Non. Si.
Et là, c'est vraiment l'expérience qui a vraiment modifié mon rapport à ces plantes de vision, parce que je me suis dit, mais là, on est sur un phénomène incroyable, c'est-à-dire un phénomène de vision collective, partagée, qui nous interroge sur la nature de notre conscience, la nature même de la subjectivité, et même sur la question fondamentale de savoir comment on est interconnecté et à quel niveau. Franchement, François, c'est incroyable. Ça veut dire que vous deux, de votre côté, vous avez fait vous avez eu les mêmes visions dans votre intériorité. Et vous avez vu aussi dans son vortex. Exactement. Incroyable. Ça, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Je vous vois de temps en temps dans mes rêves. Je ne sais pas si vous avez la même vision, mais il faudra qu'on en parle. Sans Écoutez, moi, je ne ayahuasca. veux rien savoir. Moi. Je ne veux rien savoir. Alors, justement, vous aviez un coup de cœur d'un livre de Jocelyn Morisson. De Jocelyn qu'on a reçu tout à l'heure avant la pause, qu'il a coécrit avec le docteur Chambon. Ce livre, c'est un coup de pied dans la fourmilière, en fait, parce qu'ils expliquent dans ce livre, vous avez d'ailleurs coécrit un chapitre, Romuald, comment ces psychotropes, ces éléments psychédéliques, peuvent aider à soigner la dépression, l'anxiété, et tout ça, ce ne sont pas uniquement des élucubrations, c'est basé sur des études scientifiques. C'est ça qui est très intéressant dans ce livre. Alors moi, j'avoue que j'étais un petit peu surpris, parce que dire les psychotropes tels que le LSD, tels que l'ayahuasca, etc., bien pris, ça peut soigner certains troubles. Alors, j'ai juste noté une petite phrase que je vais vous lire, parce que tout ça... Alors que c'est interdit en France. C'est interdit en France. La consommation de psychotropes est interdite, absolument. Oui. On n'en a pas besoin, de toute façon. On n'en a pas besoin. Dans cette émission, on n'en a pas besoin. On est déjà assez haut. Alors, cas particulier des addictions, c'est vous qui l'écrivez. Dans la prise en charge des addictions, l'ayahuasca a démontré un intérêt certain depuis longtemps, et il est utilisé à cette fin en Amérique du Sud. Ça veut dire que l'ayahuasca, en fait, là on en parle en riant avec ses vertus un petit peu psychotropes, mais c'est un traitement en Amérique du Sud ? C'est une médecine indigène, c'est une médecine amazonienne qui remonte au moins à plus de 3500 ans sur les ethnies que moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler, les Shipibo-Konibo notamment. Et c'est vraiment une médecine. Pour eux, ce n'est pas du tout pensable de prendre cette plante dans un cadre récréationnel pour s'amuser. Et d'ailleurs, il faut que ça soit accompagné par un tradit praticien, donc un chaman qui est compétent et qui connaît bien cette médecine. C'est une expérience qui peut être quand même dangereuse. Il faut user de prudence. Il y a des non-retours. Bien sûr, il faut faire attention. Ça dépend de comment on est encadré. Il ne faut pas faire d'interaction médicamenteuse. Il faut être très très prudent avec la prise de cette plante dans son milieu traditionnel, c'est-à-dire en Amazonie. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Bien sûr, c'est très important. On ne sait pas quelque chose qui a à faire ici en Europe. D'ailleurs, c'est interdit. Il est bien de rappeler, bien sûr, la législation à ce sujet. Mais c'est aussi une médecine pour eux. Alors, le rapport par rapport à la médecine occidentale, d'essayer de savoir si on peut concilier ces deux médecines, c'est très difficile parce que c'est une question de recontextualiser, on va dire, la médecine amazonienne dans la médecine occidentale. On est sur des paradigmes complètement différents. Ouais, c'est ça. Voilà, on est sur des visions du monde complètement différentes. Eux parlent d'esprit des plantes, nous on parle de molécules chimiques des végétaux. Et rien que là, on a un abîme absolument béant pour essayer de comprendre l'incompréhensible pour nous en tant qu'occidentaux. Alors, vous racontez aussi une autre histoire extraordinaire reliée au chamanisme et à l'invisible. Vous nous la racontez ? Oui, alors c'est une expérience intime, personnelle, forte d'ailleurs, que j'ai vécue. C'était en 2008. J'étais donc chez Ernesto aussi, et donc nous n'étions que trois. Ernesto, donc le chaman, pour ceux qui nous rejoignent. Le chaman péruvien Don Ernesto. Nous n'étions que trois, et donc moi je prends le breuvage, et puis les visions arrivent, et donc j'avais les yeux fermés à ce moment-là. Et puis quelque chose me laisse... J'ai l'impression qu'il faut que j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, et quand j'ouvre les yeux, en face de moi, j'ai un soldat allemand, translucide, mais je pouvais quand même voir la couleur de l'uniforme. Je vois un soldat allemand, je referme les yeux une deuxième fois, je rouvre les yeux, il était toujours présent. Après, il s'est établi entre moi et lui une sorte de communication, pas télépathique, mais plutôt mentale, où je voyais des images. Et à un moment, je voyais comme des espèces de lignes temporelles, comme des arbres généalogiques en 3D. Et une phrase qui résonnait dans mon esprit, qui disait « Si tu es vivant, c'est parce que je suis mort ». Donc je ne comprenais pas, ça devenait assez anxiogène dans l'expérience pour moi. Donc j'ai refermé les yeux, j'ai rouvert les yeux, il était toujours présent. Et puis j'ai commencé à voir une scène en 3D, où je voyais deux hommes sur une passerelle, manifestement en hiver, en France. Ce n'était pas à notre époque, c'était à l'époque, je pense, 1940 ou quelque chose comme ça. Et je vois donc une passerelle où je reconnais, malgré tout, un des deux hommes qui est mon grand-père du côté maternel, qui est décédé il y a plus de 25 ans. Je vois donc mon grand-père et un soldat allemand. Ce soldat allemand, le même que j'ai en face de moi pendant la cérémonie. Et je vois mon grand-père arriver dans son dos et
l'assommer et lui assigner en fait un coup fatal. C'est une histoire dramatique, histoire de guerre. Et moi, je ne comprends pas ce que je vois là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un truc incroyable, je ne connais pas cette histoire-là. Et donc, je comprends que ce fantôme ou autre, ou en tout cas cet esprit, est en train de me faire comprendre sans jugement, de vouloir être dans une sorte de reconnaissance de mémoire. Voilà. Mémoire de vie, que si je suis vivant, c'est parce que ma lignée a pu vivre, parce que ma mère est née après la guerre. Quelque part, c'est parce qu'il y a eu peut-être ce sacrifice, si on peut appeler ça un sacrifice. Mais vous l'avez vérifié ça ou pas? Alors, je ne savais rien de tout ça, donc les effets de la plante se passent pendant 2-3 jours, mais ça restait très présent quand même dans mon esprit, je ne comprenais pas cette expérience. Quand je suis rentré plusieurs mois après en France, j'ai voulu parler avec ma mère. Je lui ai dit, écoute maman, j'ai vécu une drôle d'expérience en Amazonie, j'ai vécu plein d'expériences, mais celle-ci est très particulière puisqu'elle concerne, elle concerne le grand-père. Donc je lui raconte un peu cette histoire et je vois ma mère devenir un peu blême avec des larmes dans les yeux et qui me dit, oui c'est vrai, cette histoire est vraie. Mais je ne savais pas du tout. En fait, mon grand-père s'est sauvé d'un camp où il était prisonnier. Oui. Et pour pouvoir partir en zone libre, il n'y avait qu'un seul endroit où il pouvait passer, c'était sur une passerelle. Il a profité qu'il y avait un seul garde pour effectivement lui tomber dessus et l'assommer. Et qu'est-ce que cette ouverture sur l'intuition a changé dans votre vie? Comment ça a changé votre quotidien et qui pourrait nous aider aussi? Parce que finalement, c'est toujours ça. C'est comment nous encourager à intégrer l'invisible? Qu'est-ce que ça change en fait? Mais en fait, moi ce que j'ai découvert auprès des chamans, c'est ce qu'on appelle, d'une façon un peu péjorative, je trouve, les pouvoirs parapsychiques, les pouvoirs paranormaux, c'est-à-dire des capacités à anticiper l'avenir, à créer des rêves prémonitoires, à créer des synchronicités, à aller chercher des informations, à faire de la psychokinèse, c'est-à-dire agir mentalement sur la matière, tout un ensemble de domaines en fait qui paraissent complètement... On parle beaucoup de ces sujets-là. Tous les films de science-fiction, les séries qu'on peut voir aujourd'hui sont gorgés de super-héros comme ça qui ont des super-pouvoirs. Mais en fait, ces pouvoirs, je pense qu'on les a tous. Ce sont des facultés cognitives oui. qui sont ignorées, que certains peuples ont développées. C'est entré dans leur culture. Nous, on a un peu oublié. Donc, on a arrêté de pratiquer certaines choses. Mais nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous les capacités de pratiquer ces outils et de créer des synchronicités, de créer des rêves prémonitoires et d'aller chercher de l'information dans l'avenir. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? C'est ça que je veux savoir. Alors, tout à l'heure, Jocelyn parlait de la confiance. Pourquoi intégrer l'invisible dans la vie quotidienne? Parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui. C'est l'histoire de la confiance dont parlait Jocelyn tout à l'heure, très justement. C'est-à-dire, à un moment, de se dire, si vous avez des preuves quelque part que vous serez en bonne santé dans 10, 20 ou 30 ans, ça rassure. Ça fait du bien. C'est ça. Oui, tout simplement. Donc tout simplement, donc à un moment, quand on est capable, quelque part sur l'échiquier de la vie, d'avoir des coups d'avance au jeu d'échecs, ça permet un certain nombre de choses très positives. On vous ménage pas, François, dans cette émission. Non, et j'espère que vous n'avez pas mis d'ayahuasca dans ma tasse. Ah, pas encore, mais vous me donnez une très très bonne idée pour la prochaine fois. Vous le sentirez. Alors, comment développer ses perceptions, son intuition? Eh bien, vous avez créé des protocoles pour développer ses capacités extrasensorielles. On peut jouer avec vous parce que je vois 2 boîtes qui sont là. Vous nous montrez. Et d'ailleurs, pourquoi c'est important de créer des synchronicités avant tout? Alors, les synchronicités, dans la logique de la rétrocausalité, qui va peut-être être un peu compliqué à expliquer ici, mais qu'on explique dans les livres et dans les conférences. Oui, mais c'est hyper intéressant. Un petit mot si vous parlez de rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est une causalité inverse, c'est-à-dire une causalité qui s'effectue à partir du futur. C'est pas une causalité où il n'y a pas de causalité, c'est juste que l'effet... Là, on a perdu tout le monde, je pense, qui nous écoutait. Je vais redire. Non, mais on m'a perdu, moi. C'est vrai. Non, moi, je sais. En fait, ce que vous êtes en train de dire, finalement, la conclusion, c'est que vous pouvez même changer du futur le présent. Et oui. C'est ça, agir sur le futur pour agir sur le présent. Non, le futur agit sur le présent. C'est agir du futur normalement, sur le passé, on est bien d'accord que la causalité, le passé agit sur le présent. C'est l'effet avant la toutes les cause. causes que l'on plante. Voilà, tout à fait. Voilà. Et bien en fait, là, finalement, ce serait une dimension 3D, quoi. C'est ça. Futur, passé, présent. En fait, le temps, l'espace-temps est simultané. Ça, on le sait du point de vue d'Einstein, de la relativité générale. On sait que, quelque part, le passé, le présent et le futur existent d'une façon simultanée sur un continuum. Mais les physiciens ont l'imaginé comme quelque chose de figé. Or, cet espace-temps, il est flexible, il est dynamique. Et donc, on peut effectivement avoir une information qui se situe dans le futur, c'est-à-dire une cause qui est dans le futur, mais qui a un effet dans le passé. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Allez, je me livre. Vous avez peur, François. Parce que comme j'ai lu votre livre, je me suis dit, ok, alors je vais un jour sur la plage, comme ça, en vacances. J'avais besoin d'une réponse claire. Et j'ai demandé à la Karine du futur de venir me donner une réponse. Et donc, j'ai plongé ma main avec une grande confiance dans la mer pour voir ce que j'allais pêcher. Et j'ai pêché un caillou en forme de cœur, comme si on me disait, on validait
ça. c'était positif. Alors, On vous réinvitera, le témoignage est très beau. c'est drôle, non? C'est drôle. En tout cas, c'était joli. Moi, ça m'a fait du bien. On s'en fiche si ça marche pas. Allez, montrez-nous le jeu. Alors, ce jeu, il est inspiré de mon protocole que j'ai décrit dans ce Souvenir du futur, le livre que j'ai coécrit avec Jocelyn. C'est un protocole, en fait, qui est très simple à réaliser, c'est-à-dire parce que le hasard est très important dans la rétrocausalité, donc de sélectionner, en fait, 2 éléments au hasard. Alors, nous allons le faire ensemble. Dans cette boîte, j'ai mis des images d'animaux. D'accord. Et dans celle-ci, j'ai mis des images de symboles. Alors pourquoi j'ai mis des animaux? Parce que Ernesto me disait, et c'était très juste, même si tu es un moderne, que tu vis dans une zone urbaine en Occident, nous sommes pré-câblés, en gros, pour repérer des signes autour des animaux. Voilà. D'accord. C'était son point de vue. Et puis des symboles, parce que le symbole, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre l'état de conscience de veille et puis aussi le monde des rêves et les états de conscience modifiés. Donc voilà pourquoi j'ai pris, on va dire, ces 2 éléments-là. Alors, Karine, vous allez prendre un animal. Vous Ok. mélangez, hein, Karine? Ah, moi, j'adore ces jeux-là. Oui, je mélange. Et vous regardez pas. Oui. Alors normalement, ce jeu, on peut le faire à la maison. Bien sûr. Ils prennent 2 boîtes. D'un côté, ils ça. découpent dans les magazines des symboles d'animaux. De l'autre côté, des symboles. Des animaux. Des animaux, oui. Et de l'autre côté, des symboles. Merci. Ah! Oh! Ah, C'est beau, c'est un chevreuil. cerf. Un c'est cerf. le cerf. Voilà, un cerf. Est-ce qu'on le voit bien? C'est quand même un animal magique, non? Bien sûr. Ah bah, une grande symbolique, bien Et sûr. moi, je dois Et vous tirer devez le prendre symbole. un symbole. Alors comme ça, tout le monde va comprendre ce que c'est un symbole. Comment on peut découper des symboles dans Voilà. les magazines. Parce que c'est... Ah, d'accord. Alors c'est quoi? C'est la fontaine. Ah! Fontaine. Fontaine. Donc ça, c'est un symbole. Alors, Donc, il y en a même plusieurs. Là, on a le symbole de la fontaine qui est le bain de régénération, le lien avec la fontaine de Jouvence. On a aussi un couple symbolique. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Voilà. par exemple. Ben, le masculin, féminin. Voilà. Et donc, en revanche, le cerf? Le chez les cerf. chamans Alors, chez les chamans, le cerf, il n'y a pas de cerf en Amazonie, mais dans d'autres tribus où il y a des cerfs, en fait, le cerf est toujours représenté comme un animal totem important qui est celui de la force, de la conscience, Ah, mais c'est ça. un animal solaire. Voilà. Voilà, c'est... Ce qu'on va faire avec ça, Alors donc en fait, ceux qui nous regardent peuvent jouer donc 2 boîtes, C'est ça. symbole Voilà. animal, et par contre c'est la même personne qui va tirer. voilà, oui, c'est ça, voilà. Normalement c'est la même Alors, personne. ce qu'il faut faire après, c'est prendre un petit cahier de synchronicité, et vous allez noter une demande. Vous allez noter de voir apparaître dans la réalité avec un timing précis, que ce soit une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, de voir apparaître dans la réalité une synchronicité avec ces 2 éléments ou un de ces éléments. Je vais vous J'ai donner un compris. exemple. On vous parce a que- perdu, François? Non, je pense à la fontaine et je me dis quel élément je voudrais lier à une fontaine. Non, justement, Non. il ne faut pas penser. Une fois que vous avez noté et que vous avez mis sur le cahier, je veux voir une synchronicité autour de ces 2 éléments qui ont été sélectionnés par hasard, par exemple sous 15 jours, vous le notez, vous refermez le cahier et vous oubliez. Parce que si vous êtes focal, vous n'aurez pas de synchronicité. Il faut oublier pour à un moment voir la synchronicité se manifester. Je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre. La première expérience que j'ai faite avec ça, c'était en 2013. En 2013, j'avais fait le même oracle. Et moi, dans les animaux, je tire le rat et en même temps, j'avais pris le hérisson. J'en avais pris 2. Alors, ça m'arrangeait pas. Je dis le rat et le hérisson. Et au niveau des symboles, j'ai pris le cristal. Je dis OK, j'ai marqué. Je voulais voir une synchronicité sous 1 mois avec donc le rat et le cristal. J'avais pas noté le hérisson. 2 heures après, je prends ma télécommande pour regarder un truc à la télévision. Elle me glisse des mains comme une savonnette. Elle tombe. Elle change le programme. J'arrive sur une chaîne de jeux vidéo et là, qu'est-ce que je vois? Je vois à l'écran dans ce jeu un énorme rat avec sur le dos des cristaux de quartz, comme si c'était des piquants de hérisson avec des cristaux de quartz. C'est-à-dire que les 3 images que j'avais sélectionnées au hasard 2 heures avant se sont condensées dans une synchronicité composite 2 heures après. Je comprends. Vous nous apprenez à faire un focus sur cette synchronicité-là, C'est ça. qui a été prise au hasard, pour la retrouver dans notre quotidien à un moment C'est ça, donné. voilà. Et ça nous apprend à être attentif, en fait, Exactement. à ce genre de Attends, synchronicité. d'une part, et puis aussi à créer, comme disait, je crois que c'était la semaine dernière, Aurore Rogers parlait Oui. de ça justement, que c'était important de créer la victoire à l'intérieur d'abord, Oui. hein, de visualiser et ça se matérialisait. En fait, quand on prend connaissance C'est la loi de de la l'attraction, un peu. synchronicité, oui, mais c'est une version, on va dire, technique, protocolaire de la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, on peut désirer des choses et puis elles ne vont pas forcément se manifester. Tandis que là, ce qui se passe, c'est que quand vous constatez dans la réalité votre synchronicité, vous êtes surpris, vous avez une réaction émotionnelle forte, vous faites « Oh !»
C'est incroyable. Et là, on repense à son tirage. Et en repensant à son tirage, en fait, on influence le fait qu'on va tirer ce symbole-là plus que l'autre. On agit sur le hasard. En fait. Et pourquoi vous dites que la loi d'attraction, finalement, ça peut ne pas marcher? Alors, ça serait quoi la petite nuance? Je crois que vous en parlez dans... La nuance dans qu'on ce a souvenir du développée futur. avec Jocelyn, c'est qu'on pense que la loi d'attraction fonctionne, mais quand elle fonctionne, c'est parce que c'est de la rétrocausalité, mais les gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'on a utilisé un moment... Vous reperdez mon public, là. On a utilisé le hasard à un moment dans le système. Voilà. Il faut du hasard. C'est pour ça que je veux que les éléments soient pris au Moi, hasard. j'ai pas compris ce que vous dites. Comment ça, il faut du hasard? Il faut du hasard. Si par exemple, je prenais dans la boîte puis je disais, tiens, il y a un morse, là, je perçois d'ici, moi je préfère le morse que le phoque, ou je préfère le morse que le cerf, eh ben là quelque part, il n'y a pas de hasard. Compris. Il faut vraiment laisser. Il faut laisser aussi une partie. C'est le lâcher prise, C'est finalement. exactement ça. Oui, donc on peut dire aux téléspectateurs, il y a un cerf, il y a une fontaine, vous aussi notez ça et vous verrez si vous voyez une Ah oui synchronicité avec un cerf. Avec et une date bien Parce précise, que même une là, heure. ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même essayer de faire une synchronicité collective parce qu'on l'a tiré ensemble, le cerf et la fontaine. On se donne voir si rendez-vous on a des retours. C'est puissant. On se donne rendez-vous dans combien de temps? Allez. Allez, disons. Dans 10 ans, même 3 jour, semaines. même heure, même pas. 3 semaines, ça me paraît pas mal. Alors, puisque tout cela est du domaine quand même de l'interprétation, comment démêler le vrai du faux? Est-ce qu'il y a des méthodes pour acquérir du discernement? Alors justement, quand on est focal et qu'à un moment on veut absolument voir sa synchronicité, ça ne marche pas. Il y a des gens qui me disent des fois après qu'on a fait un travail, par exemple, parce que vraiment j'ai fait des ateliers pour essayer de prouver tout simplement si j'étais pas tout seul à pouvoir faire ce genre de choses. Et il s'avérait que plus de 90% des participants sont capables de créer des synchronicités, donc ça a apporté tout le monde. En fait, ce que je leur dis souvent, c'est de ne pas rester focal à rechercher leur synchronicité, parce que sinon, elle se manifeste pas. Alors pourquoi je mets un timing? Parce que les gens, souvent, ils me disent, bon, ben, le timing est passé, j'ai pas eu ma synchronicité, ça n'a pas marché. Je leur dis, pas de souci. Ils me rappellent souvent une journée, ou voire même 2 heures après, en me disant, ben, je viens d'avoir ma synchronicité. C'est logique, parce que le timing, lorsqu'on est arrivé au bout du timing, on lâche prise. On se dit, ça n'a pas marché, donc on lâche complètement prise. Et c'est là, à ce moment-là, que, n'étant plus focal, ça peut se manifester. C'est ça qui est important à comprendre, en fait. Si vous êtes trop focal, bah après, c'est ce que disait Jocelyn tout à l'heure, on est dans la surinterprétation et ça peut être dangereux. Ça m'évoque le film de Jim Carrey, Le Nombre 23, où il finit par devenir fou parce qu'il voit des signes partout, alors qu'il n'y en a pas, en fait. En même temps, si ça lui fait du bien. Je suis pas sûr que ça les fait Là, du pas bien. trop. Vous le regarderez, Karine, pour la prochaine fois. Romuald Le Terrier, en conclusion, aujourd'hui, est-ce que, en plus vous êtes quand même un scientifique à la base, est-ce que ça a changé votre vie, ce voyage près des chamans? Est-ce que vous sentez vraiment un avant et un après, mais positif? Est-ce que, voilà, pour encourager les personnes qui complètement. Après, moi, nous j'incite regardent. pas tout le monde à aller en Amazonie, à prendre les plantes de vision et faire Et on du n'est pas chamanisme. obligé. Bien sûr, je suis pas du tout dans une logique prosélitiste. Ça fait 20 ans que je travaille sur ça. J'ai toujours été très prudent et je continue à l'être. Par contre, fabriquer des petits outils comme ça, ludiques, où il n'y a absolument aucun danger, ça me semble intéressant parce que ça permet de comprendre justement comment développer son intuition, comment être réceptif sur les informations du futur. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ses potentiels, bah, c'est libérateur. On n'est plus uniquement le petit être humain qu'on nous a dit qu'on était depuis l'école, depuis le formatage des institutions. On nous dit vous êtes ci, vous êtes ça, vous n'êtes pas autre chose. Justement, quand on a cette possibilité de se rendre compte quelque part qu'on est un petit peu tous potentiellement des super-héros, ça change la vie, quoi. Et en tant qu'ethnobotaniste, on en parlait avec Jocelyn Morisson tout à l'heure, puisque quand même on vit entouré de béton. C'est très dur aujourd'hui d'être heureux. On voit la différence quand on part en vacances Bien et sûr. quand on est dans une grande ville. Qu'est-ce que vous nous conseillez, puisque vous étudiez les plantes et vous avez entendu le discours des chamans, et en même temps on ne peut pas partir tout le temps Surtout en ce moment. en Amazonie. Ce qui est intéressant, c'est Comment qu'on faire on peut avoir une relation aux végétaux qui est différente. C'est-à-dire que déjà de conscientiser quelque part que Ça, c'est intéressant. ce sont des êtres intelligibles avec lesquels on peut communiquer. D'ailleurs, la science évolue, la botanique, ma discipline, évolue énormément par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On sait par exemple que le tabac, par exemple, est capable d'entendre des sons, mais aussi d'en émettre. Enfin, il y a tout un ensemble de recherches sur les végétaux qui ont été faites depuis 10 ans qui nous montrent bien qu'on a affaire à des êtres sensibles qui sont capables d'altruisme, de communication, de mimétisme, de dialogue, de communication par des phéromones, par des gaz, enfin tout un ensemble de panels d'expression qui sont en fait peut-être même supérieurs à ceux de l'humain dans certains cas. Donc c'est intéressant d'être conscient
Et puis après, on peut faire des petites relations. On peut avoir des attentions particulières à ces fleurs en pot. On peut imaginer des petites expériences à faire avec les plantes. On peut aussi, lorsqu'on boit du thym, une tisane de thé, poser une intention, comme le fait les chamans, de rentrer en communication avec l'esprit de la plante. Et puis chez eux, ça peut nous faire du bien, comme si on était physiquement en dans fait, une forêt. les chamans vous expliquent que quand vous prenez une plante avec conscience et attention, ne serait-ce que sous la forme d'une tisane, vous pouvez avoir des rêves qui sont modifiés et dans lesquels se présentent les esprits des plantes. Waouh! Et j'avais entendu aussi les chamans dire que 10 minutes marcher pieds nus chaque jour sur la terre permettait de s'enraciner, de s'ancrer et que ça activait le pouvoir d'auto-guérison. Oui, C'est l'être humain. Le fait de marcher pieds nus, d'être connecté à tout un ensemble d'organismes vivants qui sont invisibles. On sait par exemple que jardiner, par exemple, on sait que c'est très bon, c'est un antidépresseur naturel. Ah ça oui, Voilà. oui, c'est vrai. Bon, on va jouer, hein. Romuald Le Terrier, vous restez avec nous. C'est le moment du Scienti-Test et c'est François qui s'y colle. Alors chaque semaine, petit test récréatif basé sur des données scientifiques. C'est ça, François? Exactement. Et là, alors, encore le cerveau, Que toujours j'ai le adapté. cerveau. Oui, mais là, vous venez de faire plein de nœuds avec notre cerveau. On va le dénouer. Surtout le vôtre. Surtout le mien. Vous entendez souvent l'expression, ah ben toi, t'es plutôt cerveau droit, t'es plutôt cerveau gauche. Ça s'appelle la latéralisation du cerveau. On sait depuis le 19e siècle qu'on a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, qui correspondent à des traits de personnalité et qui correspondent aussi à des fonctions. Chez 90% des individus, le langage est situé à gauche. Pourquoi ? Aucune idée. Les scientifiques cherchent, pour l'instant ne le savent pas. Ce qu'on sait, c'est essayer de déterminer quel est le cerveau droit ou le cerveau gauche qui a pris un peu possession de vous en fonction de votre caractère et de votre façon de vous comporter. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est de détecter quelle est la part de votre cerveau qui est dominante chez vous. Mais on ne sait pas pour l'instant ce que veut dire le cerveau droit ou Je vous le gauche. dirai après. Ça. Ah oui, Ça, voilà. c'est Oh là 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 là. Test Est-ce qu'il y a des en- mauvaises réponses ou pas? Il n'y a aucune mauvaise réponse. Ok, vous allez pouvoir d'accord. jouer chez vous. Test en 3 temps. Alors on joue tous ensemble. Et bien sûr. Ils ont on joue besoin d'un tous stylo, ensemble. d'un papier. Stylo, papier. Stylo, papier ou téléphone portable, à la limite, bloc-notes. Mais on revient au stylo papier, c'est mieux que le Oui, téléphone. c'est vrai. Évidemment. On est d'accord. Frédéric Lenoir le disait il n'y a pas longtemps. C'est la vrai, semaine dernière. c'est vrai. Bon. Donc, on prend un stylo, on prend un papier, test en 3 temps, visuel, postural et question. Allez, C'est bien. première question. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous. Je vous montre une image, dites-moi quelle lettre vous voyez en premier. S. F. Ah, c'est drôle. ça. F. Moi, je vais jouer avec Romuald. Si vous voyez un F, vous êtes concentré sur les détails. C'est donc votre cerveau gauche qui a pris le dessus. Vous notez 1 point pour le gauche. Si c'est le S, vous êtes plutôt en vision globale. Ah oui. Et là, c'est le cerveau droit qui a pris le dessus. Donc, Eh ben, vous êtes scientifique en même Oui. temps. Hein. je note 1 point pour votre cerveau gauche. Maintenant, on Vous va notez faire... pour moi ou pas? Non. Donc moi, je note mets quoi? que pour Romuald. Vous, D'accord. c'est cerveau droit. Romuald, cerveau gauche. Oui, mais c'est une lettre, je crois. Quoi, quelle c'est une lettre Notez G pour gauche, D pour Ah droit. voilà, ok, donc c'est droit. D. Test, mais on n'a pas terminé. Hein. Test postural maintenant. Vous allez spontanément croiser vos bras. Quel est le bras qui est au-dessus de l'autre? Si c'est comme moi le bras gauche qui est au-dessus, c'est votre hémisphère droit qui contrôle. Vous avez par exemple le bras gauche comme moi, hémisphère droit. C'est le droit. Vous avez le bras droit et donc c'est l'hémisphère gauche qui a pris le dessus. Vous notez 1 point pour gauche. Super scientifique. On va faire la même Oui, mais c'est chose clair. sur les mains. Croisez vos mains comme si vous priez Oui. et mettez vos pouces. Regardez quel est le pouce qui est au-dessus. Chez moi, Pareil. c'est le pouce gauche. Attendez, parce que pour moi, il n'y a pas... ah Si. oui, c'est le gauche. Si c'est le gauche, c'est l'hémisphère droit. Vous, c'est le pouce gauche qui est au-dessus. Non, C'est l'hémisphère droit. Non, vous avez le pouce droit au-dessus. Droit au-dessus. Donc c'est encore l'hémisphère. Incroyable. Alors Gauche. on est complémentaires tous les deux. Hein. Moi, c'est que droit. Je vais vous poser 2 petites questions maintenant. Quand vous partez en vacances, vous réservez la première nuit et ensuite c'est on verra ce qui se passe, vous naviguez un peu en terre inconnue. Oui ou non? Ah non. Non. Alors vous réservez plutôt Ah ouais, je- Planifié. Vous planifiez. toutes les nuits. Vous avez donc une dominante cerveau gauche. En revanche, si vous avez répondu oui à la question, c'est-à-dire juste la première nuit et ensuite vous naviguez, Bon, moi, en fait, tout me va. Hein. Donc, les deux, planifiés ou comment je fais? Il y a ben pas... là c'est neutre, c'est la réponse neutre C'est la qui réponse compte neutre. comme neutre.
On compte D'accord. aussi les neutres. Donc d'accord, il y a aussi neutre. Ok, Il y a neutre. alors c'est neutre. Il existe des gens neutres. Deuxième question. C'est pas neutre, non, je ne suis pas neutre. C'est qu'en fait, je suis plutôt facile à vivre. Est-ce que c'est le débat? Non. Votre bureau est plutôt fouillis, mais vous trouvez toujours la feuille que vous cherchez au milieu. Oui ou non? Oui. Alors là, vous êtes plutôt cerveau gauche également, c'est-à-dire une organisation spatiale. Vous, Karine, votre bureau est plutôt très rangé ou plutôt fouillis? Très rangé. Très rangé. Alors là, c'est également... C'est pas très rangé, il est rangé. C'est également une dominante gauche. Ceux qui ont un bureau complètement en bordel, comme on peut dire, et qui ne ça, je retrouvent fais pas. bah ça c'est plutôt Impossible. le cerveau droit. Alors maintenant, vous comptez le nombre de points gauche et le nombre de points droits Oui. que vous avez vu pendant cet exercice. Ok. Alors vous, Romuald, vous avez 4 voire 5 points pour le cerveau gauche. Karine, vous êtes plutôt, Droite. à mon avis, cerveau Ouais, droit. ouais. Bah écoutez, ça répond quand même assez bien. Ah oui, c'est vrai. Le cerveau C'est gauche, clair. il est dominant. Pardon, ça, quand le c'est cerveau vous, gauche est Romuald, dominant, hein. voilà, il est organisé, vous aimez les choses claires et structurées, l'efficacité, la logique, la rationalité, avec peut-être comme petit défaut un peu de rigidité, parfois. C'est vrai. Cerveau droit, vous êtes au contraire imaginatif, poétique, sentimental, vous croyez à la spiritualité. Au coccinelle. Voilà, le temps n'est pas forcément facile à appréhender chez vous. Vous pouvez ne pas forcément être efficace, sauf si vous avez un peu de pression, et là, ça vous aide. Oh, moi, je suis hyper efficace aussi. Ah bah, alors vous avez un bout J'ai un petit bout de gauche. de cerveau gauche. Ce qui est important, c'est que les cerveaux communiquent, les hémisphères mais communiquent. c'est génial, Donc, on a une j'adore ces dominance. tests. Voilà, on a une dominance, mais les Moi, deux je se veux des tests parlent. comme ça toutes les semaines. Mais je trouve vous ça aurez génial. des C'est vrai, tests hein. comme ça toutes les Mais semaines. c'est vrai que ça correspond beaucoup à... Vous êtes tellement rigide, Romuald. J'espère que chez vous, vous avez réussi à tout compter. Sinon, j'ai regardez adoré. le replay. Ben voilà, c'est ça. Regardez le replay sur C8 et notez surtout. Vous pourrez le faire Ça avec vous a vos amis. plu, hein? Ah, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup Parfait. C'est celui-ci. super. Ouais. Romuald Le Terrier, se souvenir de l'au-delà, c'est le titre de votre livre coécrit avec Jocelyn Morisson. Comment intégrer l'invisible dans la vie quotidienne avec des expériences, des enquêtes, enfin bref, fabuleux, passionnant. Merci d'être venu. François, à la semaine prochaine. Absolument. On se quitte, mais nous aussi à la semaine prochaine. Alors, avant cela, moi je propose qu'on tire la petite phrase qui fait du bien. Ah oui. Ensemble. Ouais. Hein, petit hasard. Après Ou avoir pas. tiré le petit symbole qui fait du bien. Voilà. La petite fontaine. La petite Ça la donne fontaine. Alors vous pouvez la lire. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez nous envoyer sur Instagram du Mac qui fait du bien, vos petites phrases qui font du bien, on les mettra dans la petite boîte et on le sortira. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Victor Hugo. Incroyable que vous tombiez. Non mais il n'y a jamais de hasard dans cette émission. Incroyable. Allez à vous, François, un enfant, je vous vois là, vous êtes là. J'adore tirer la phrase au Allez-y, sort. allez-y. Allez, on y va. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire. J'adore. Alors moi, il reste 5 secondes. Vous aussi, vous J'y aimez vais. jouer. Moi, j'adore jouer. Allez, on y va. La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. Richard Wagner. C'est me va beau bien. ça. Faites-vous du bien, passez un bon dimanche, une bonne semaine. À la semaine prochaine. On vous embrasse et on vous aime. Hein ? Oui.